Je m'appelle Hélène, j'ai 76 ans, et l'automne dernier, ma fille m'a humiliée à l'aéroport. Elle m'a jeté au visage, devant une file d'inconnus que les vieux ne servent à rien. C'était à l'aéroport de Nantes-Atlantique, un mardi matin gris de novembre. La pluie cognait contre les grandes baies vitrées, et ces mots, ils ont cogné plus fort encore contre ma poitrine. J'avais les billets dans la main, elle me les avait donnés pour que je tienne le dossier pendant qu'elle pestait contre ma valise. Alors, très calmement, j'ai déchiré les billets. Pas seulement le mien, le sien aussi. Ce geste, ce n'était pas de la colère, c'était un réveil. Le son du papier qu'on déchire, c'était le son de ma vieille vie qui se brisait, et peut-être le son de ma dignité qui revenait. Aujourd'hui, quand je raconte ça, ma voix est posée. Mais ne vous y trompez pas. Pour en arriver là, pour trouver cette paix froide, il a fallu traverser un incendie. Et cet incendie, c'est ma propre fille qui l'a allumé. Avant ce jour de novembre, ma vie était réglée. Je vis seule veuve depuis 5 ans. Robert, mon mari, est parti d'une crise cardiaque un soir d'avril. Il s'est couché pour regarder des chiffres et des lettres, et il ne s'est pas réveillé. Brutal, silencieux. J'habite toujours notre maison, un petit pavillon que nous avons fait construire en 1918 à la sortie de Ségré, dans le Maine-et-Loire. Ce n'est pas le grand luxe, mais il y a mon jardin. C'est là que je passe le plus clair de mon temps. Mes tomates, mes haricots verts, et surtout les rosiers de Robert. Les entretenir, c'est une façon de lui parler encore. Ma retraite n'est pas énorme. J'ai été secrétaire dans une étude notariale pendant 40 ans. Robert était dans les assurances. Avec ma petite réversion, j'arrive à m'en sortir. Je ne manque de rien. Je fais mes courses au Super U le mardi, je vais à la messe le dimanche plus par habitude que parfois. Et ma voisine, Madame Duval, passe prendre le café le jeudi. Une vie simple. Une vie de veuve dans l'ordre des choses. J'ai une fille unique, Véronique. Mon seul enfant. Elle vit à Nantes à 1 heure de route. Elle est mariée à Marc, un homme qui parle peu et qui regarde beaucoup sa montre. Ils ont 2 enfants, Léo et Chloé, qui sont grands maintenant à l'université. Je ne les vois presque jamais. Véronique, c'est compliqué. Elle a toujours été tendue, pressée. L'argent, l'apparence, c'est important pour elle. Quand elle était petite, elle voulait toujours le jouet de la voisine, même si elle avait le même. Robert disait qu'elle avait le cœur sec. Je la défendais bien sûr. C'est le rôle d'une mère non de mettre du baume sur les angles. Je me disais qu'elle était juste ambitieuse, qu'elle voulait s'en sortir mieux que nous. Depuis la mort de Robert, ses visites s'étaient espacées. Un coup de fil, le dimanche soir, souvent bref. « Ça va, maman, tu n'as besoin de rien. » Bon, je te laisse, on a du monde. J'avais l'impression de cocher une case sur sa liste de choses à faire. Je ne lui en voulais pas. C'est la vie moderne, m'a-t-on dit. Les enfants ont leur propre vie. Je m'étais fait une raison. J'avais mon jardin, mes souvenirs et le silence de ma maison. Ce n'était pas si mal. Je pensais que la fin de ma vie ressemblerait à ça, une longue rivière tranquille, un peu grise mais calme. J'avais tort. Tout a commencé par une chute. Une bêtise. En octobre, en voulant tailler une branche morte de mon vieux pommier. J'ai glissé sur la mousse. Je suis restée là par terre, pendant peut-être 10 minutes, la cheville en feu, le poignet cassé. C'est Madame Duval qui m'a entendu gémir.
Le plâtre, la cheville foulée, l'humiliation de ne pas pouvoir boutonner ma chemise seule. Le docteur Martineau a été très clair. Hélène, vous avez eu de la chance. Mais à votre âge, il faut faire attention. Véronique et Marc sont venus me voir à l'hôpital. Véronique avait l'air contrariée, pas inquiète, contrariée, comme si mon poignet cassé était un problème pour elle. Maman, tu te rends compte, si Madame Duval n'avait pas été là. Cette maison est trop grande pour toi. C'est dangereux. Tu ne peux pas rester seule, ce n'est plus raisonnable. Marc opinait du chef les bras croisés. On a regardé avec Marc, a-t-elle continué sans me laisser répondre. Il y a des résidences seniors très bien à Nantes, près de chez nous. Tu aurais une chambre, tes repas, des infirmières. Une chambre. Le mot m'a glacée. J'ai regardé mon plâtre, puis la fenêtre de ma chambre d'hôpital, qui donnait sur un mur de briques. Je ne suis pas encore morte, Véronique. Je suis tombée. Ça arrive. Maman, sois réaliste. Ma maison, c'est ma maison. C'est là que j'ai vécu avec ton père. Mon jardin m'attend. Je n'irai pas dans une chambre. Elle a soupiré exaspérée. Tu ne comprends rien. C'est pour ton bien. Ils sont repartis. J'ai senti leur frustration comme un courant d'air froid. Ils voulaient vendre la maison. C'était clair comme de l'eau de roche. Ce pavillon que Robert et moi avions payé brique par brique, ils le voyaient déjà en euros sur un compte en banque. Une semaine plus tard, mon plâtre était encore frais. Véronique m'a rappelé. Sa voix était différente, douce, presque mielleuse. « Maman, comment tu vas ? Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai été un peu dure l'autre jour, j'étais sous le choc. Je n'ai rien dit. J'ai une surprise pour toi, pour nous deux. Une surprise. Oui, je t'emmène en vacances, une semaine à Tenerife, en tout inclus, toi et moi, juste les filles. Tenerife. Le soleil en novembre. J'ai rire. Moi à Tenerife. Véronique, je ne sais pas. Mon poignet. Mais justement, le soleil, ça te fera du bien, tu n'auras rien à faire. On va se reposer, discuter. On en a besoin. S'il te plaît, maman, j'ai déjà tout réservé. C'est mon cadeau. J'ai hésité. Une partie de moi, la méfiance, me criait de refuser. Mais une autre partie, la mère, celle qui espère toujours. Et puis j'étais fatiguée. La chute m'avait ébranlée. J'avais peur d'être devenue ce fardeau qu'elle décrivait. Un cadeau ? C'est très gentil, Véronique. Alors c'est oui, génial. Je t'envoie les détails. L'avion décolle de Nantes mardi en 8. Marc nous conduira. En raccrochant, j'ai regardé le jardin par la fenêtre. Il pleuvait. Une semaine au soleil. Peut-être avais-je mal jugé ma fille. Peut-être que ma chute lui avait fait comprendre l'essentiel. Je me suis sentie coupable de ma propre méfiance. J'ai décidé d'y croire. J'ai sorti ma vieille valise, celle de Robert. Le mardi matin est arrivé. Pluie battante, froid. Le genre de matin de novembre qui vous rentre dans les os. Marc est arrivé pile à l'heure. Véronique était sur les nerfs. Dépêche-toi, maman, on va être en retard. C'est ta valise, ça, elle est énorme. C'est celle de ton père. J'ai pris des pulls, tu m'as dit qu'il pouvait faire frais le soir. N'importe quoi. Allez, on y va. Le trajet jusqu'à Nantes s'est fait en silence, ou presque. Véronique pianotait sur son téléphone, l'air agacé. Marc conduisait tendu. J'ai regardé le paysage gris de la Loire-Atlantique défiler. Je me sentais petite, déplacée.
L'aéroport. Le bruit. Les gens qui courent. J'avais du mal à tirer la valise de Robert, la rouille. Des petites roues la faisaient grincer. J'avais toujours mon plâtre, même s'il était plus petit. Nous sommes arrivés au comptoir d'enregistrement. Il y avait du monde. Véronique tapait du pied. Bonjour, c'est pour le vol de Tenerife. L'hôtesse, une jeune femme polie, mais fatiguée, nous a demandé de mettre les bagages sur le tapis. J'ai poussé ma valise. L'hôtesse a froncé les sourcils. Madame, votre valise est en excédent. Comment ça? A lâché Véronique. Elle fait 22 kilos. La limite est de 20 kilos. Ce sont 2 kilos en trop. Oh, j'ai murmuré. Je suis désolée, j'ai dû mettre le gros gilet. Ce sera un supplément de 60 €, madame, a dit l'hôtesse. 60 €. J'ai senti le rouge me monter aux joues. J'ai commencé à chercher mon portefeuille dans mon sac à main, mes doigts tremblants se mélangeant aux clés, aux mouchoirs au papier. Maman, sérieusement, la voix de Véronique était un sifflement. Tu n'as pas vérifié 60 €. Tu te rends compte? Je vais payer, Véronique, attends. Mais dépêche-toi. Regarde le monde derrière nous. Je me suis retournée. Les gens dans la file nous regardaient. J'étais mortifiée. J'ai enfin trouvé mon porte-monnaie, mais mes mains avec le plâtre étaient maladroites. J'essayais de sortir ma carte bancaire, et c'est là qu'elle a explosé. Elle ne m'a pas crié dessus. C'était pire. C'était froid, chargé de mépris. Elle s'est tournée à moitié vers Marc, comme si je n'étais plus là. Elle ne changera jamais. C'est pas possible d'être comme ça. C'est une corvée, je te jure. Une corvée? Puis elle s'est retournée vers moi qui tendais ma carte à l'hôtesse. Ses yeux étaient durs. Mais dépêche-toi. On va rater l'avion à cause de toi. Franchement, c'est épuisant. Tu ne comprends rien, tu es lente. Les vieux ne servent vraiment à rien. Le silence. Même l'hôtesse a baissé les yeux gênés pour moi. Marc a fait semblant de regarder l'écran des départs. Les vieux ne servent à rien. La phrase est restée suspendue dans l'air saturé de l'aéroport. Tout le sang a quitté mon visage. Ce n'était pas les 60 €. Ce n'était pas le poids de la valise. C'était le mot corvée. C'était le verdict, ne servent à rien. Tout m'est revenu. Sa fausse douceur au téléphone. L'insistance pour la résidence senior. Le cadeau, ce voyage, ce n'était pas un cadeau, c'était une manœuvre, c'était pour m'amadouer avant de me pousser dans ma chambre. Et moi, la vieille inutile, je venais de faire capoter son plan en coûtant 60 € imprévus. J'avais brisé l'illusion. L'hôtesse embarrassée a murmuré « Madame le paiement ». J'ai regardé ma fille, Véronique, mon sang. Elle avait un petit dossier en plastique à la main, avec les cartes d'embarquement et les réservations d'hôtel. Ma mincelle sans le plâtre s'est tendue. Ma voix était très calme. Je ne me suis pas reconnue. « Donne-moi les billets, Véronique. » Elle m'a regardée surprise par mon ton. « Quoi? Mais pourquoi faire paye d'abord? Donne-moi le dossier. » Pensant que je voulais vérifier quelque chose peut-être pour fuir la honte du paiement, elle me l'a tendu avec un soupir exaspéré. « Tiens, mais fais vite. » J'ai pris le dossier. J'ai regardé les 2 billets d'avion imprimés. Le mien, Hélène Mercier. Le sien, Véronique Dubois. Je les regardai droit dans les yeux. Et lentement, méthodiquement, j'ai déchiré le premier billet en 2, puis en 4. J'ai fait la même chose avec le second. Le bruit du papier était minuscule dans le vacarme du terminal, mais pour moi il était assourdissant. J'ai lâché les confettis de papier glacé. Ils sont tombés sur ma vieille valise, sur le tapis roulant. Maman, son cri,
Celui-là, tout le monde l'a entendu. Mais t'es complètement folle. Qu'est-ce que tu fais, les billets? Marc s'est enfin réveillé. Hélène. Mais enfin, arrêtez vos bêtises. Je n'ai pas quitté Véronique des yeux. Tu as raison, ma fille, j'ai dit toujours aussi calmement. Les vieux ne servent à rien. Je me suis penchée vers elle, sauf peut-être à payer des vacances à ceux qui les méprisent. Son visage est passé de la fureur à l'incompréhension. Mais c'est moi qui ai payé, c'est mon cadeau. J'ai eu un petit sourire triste. Non, Véronique, ce n'est pas ton cadeau, c'est un acompte sur l'héritage, un acompte sur la maison que tu veux vendre, un acompte sur la vieille inutile qu'il faut mettre à l'asile. Elle est devenue blême, j'avais touché juste. Je ne vais nulle part avec toi. J'ai continué. Ni à Tenerife, ni dans ta résidence senior. J'ai tapoté ma valise, et cette valise non plus. Je me suis tournée vers Marc. Marc, vous me ramenez chez moi, maintenant. Il n'a pas discuté. Il a vu quelque chose dans mes yeux qu'il n'avait jamais vu. Véronique était pétrifiée, les morceaux de billets à ses pieds. L'hôtesse regardait ailleurs. J'ai fait demi-tour sans récupérer ma valise du tapis. J'ai abandonné la valise de Robert, là au milieu de l'aéroport. J'ai marché lentement, le dos droit mon plâtre, en écharpe vers la sortie. J'entendais les talons de Marc et Véronique cliqueter derrière moi. Le silence dans la voiture au retour était terrible. Véronique était assise à l'arrière. Je l'entendais respirer par petits coups secs, comme si elle retenait ses larmes de rage. Elle a murmuré une seule fois entre ses dents. « Tu vas le regretter, maman. Tu vas le regretter amèrement. » J'ai regardé la pluie sur la vitre et j'ai su à cet instant précis que c'était faux. Pour la première fois depuis la mort de Robert, je ne regrettais absolument rien. Quand je suis rentrée chez moi, la maison m'a semblé immense et silencieuse. J'ai fait du café. J'ai regardé mes rosiers sous la pluie. J'ai débranché le téléphone fixe. J'ai laissé passer la nuit. J'ai pleuré un peu. Pas à cause de l'humiliation. J'ai pleuré sur l'échec d'une vie de mère. Comment avais-je pu élever un enfant capable d'un tel mépris? Où m'étais-je trompée? Le lendemain matin, j'ai agi. 40 ans de secrétariat chez un notaire, ça vous apprend 2 ou 3 choses. Ça vous apprend ce que sont la quotité disponible, la réserve héréditaire, et surtout l'importance d'une assurance vie. Mon premier appel a été pour Maître Leroy, le jeune notaire qui avait repris l'étude où j'avais travaillé. Hélène, quelle bonne surprise. Comment allez-vous, votre poignet? Ça va, maître. J'aurais besoin de vous voir, urgemment, pour des dispositions. Je suis allée à son bureau cet après-midi-là. Je ne lui ai rien raconté de l'aéroport. Je n'avais pas besoin de pitié, j'avais besoin d'un professionnel. Maître, j'ai dit assise sur la chaise que j'avais vue occupée par tant de clients. Je veux revoir mon testament. Il a hoché la tête professionnelle. Véronique aura sa réserve, la loi c'est la loi. Mais la quotité disponible, je veux qu'elle aille ailleurs où Hélène, à la fondation Les Petits Frères Rendamnés. Les petits frères des pauvres, ils s'occupent des personnes âgées isolées. J'ai lu leur brochure. Il a noté. Très bien. Et concernant vos liquidités, c'est là que j'ai besoin de vous.
L'assurance vie que Robert et moi avions contractée, Véronique est la seule bénéficiaire. Oui, l'assurance vie est hors succession, Hélène. C'est un capital important. Je le sais. C'est pour ça que je veux changer le bénéficiaire. Aujourd'hui. Vous êtes sûr de vous? C'est une décision absolument certaine, maître. Je veux que l'intégralité de l'assurance vie revienne aussi au petit frère des pauvres. Il m'a regardé longuement. Il a dû comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un caprice. Il a préparé les documents. J'ai signé. Le poids de ma signature sur ce papier était plus lourd que celui de la valise de Robert. Mon deuxième appel a été pour le docteur Martineau. « Docteur, je veux rester chez moi. Mais vous aviez raison, j'ai besoin d'aide. Pas d'une chambre, d'une aide. » Il m'a mise en contact avec une association d'aide à domicile. Aline a commencé la semaine suivante. Une jeune femme douce qui me fait mes courses lourdes et m'aide pour le ménage. La valise. Je l'ai déclarée perdue. L'assurance m'a remboursé une petite somme. Avec, je me suis acheté une nouvelle valise, très légère avec 4 roulettes. On ne sait jamais. Véronique a essayé d'appeler, bien sûr. Quand elle a vu que le téléphone était débranché, elle est venue. Elle a tambouriné à ma porte. J'ai ouvert. « Maman, tu ne réponds pas. » Je me suis inquiétée. « Je vais bien, Véronique. Entre. » Elle est entrée dans le salon nerveuse. « Écoute, maman, pour l'aéroport, j'étais stressée, fatiguée. Je ne le pensais pas. » Je me suis assise dans mon fauteuil. « Si, Véronique, tu le pensais. C'est la seule chose vraie que tu médites depuis longtemps. » Mais enfin, maman, c'est ridicule pour une histoire de billets. Tu sais combien ça a coûté? Je sais combien moi je coûte, Véronique. C'est toi qui me l'as dit. Je suis une corvée. Je suis inutile. Arrête. Tu vas me faire des reproches toute ma vie. J'ai dit que j'étais désolée. Je ne te fais pas de reproches. Je te dis juste que je t'ai entendu. Elle a compris que les excuses ne marchaient pas. Alors, elle a changé de tactique. L'attaque. Et la maison. Tu vas enfin te décider à vendre, parce que Marc et moi, on ne va pas pouvoir t'aider éternellement si tu restes ici. C'était le moment. La maison Véronique restera à moi jusqu'à ma mort. Et après, tu en hériteras, la loi te protège. Tu auras ta part, ta réserve. Bon ben voilà, mais tu n'auras que ça. Son sourire s'est figé. Quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'ai pris mes dispositions. La quotité disponible de mes biens, ainsi que l'intégralité de mon assurance vie, iront à une œuvre de charité. Elle m'a regardée. Elle a calculé. Elle qui est si douée pour l'argent. Elle a compris ce que assurance vie et quotité disponible voulaient dire. Elle a compris que je venais de la déshériter de tout ce que la loi m'autorisait à lui enlever. Le cadeau de Tenerife venait de lui coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. But. Tu n'as pas le droit, a-t-elle balbutié. C'est l'argent de papa, c'est mon argent. C'est mon argent, Véronique. Et j'en fais ce que je veux. Tu m'as appris une leçon précieuse à l'aéroport. Laquelle? A-t-elle demandé, la voix tremblante de rage. Que l'amour ne s'achète pas, et qu'une corvée n'a pas à être généreuse. Je lui ai demandé de partir. Elle a claqué la porte si fort qu'un petit cadre sur le buffet est tombé. La photo de son baptême, cela fait 6 mois. Je n'ai pas revu ma fille. J'ai reçu une lettre de son avocat contestant mes dispositions invoquant un abus de faiblesse.
Maître Leroy lui a répondu que j'avais toute ma tête et que mon ancienneté dans une étude notariale prouvait que je savais exactement ce que je signais. Je n'ai plus eu de nouvelles. Aline, mon aide ménagère, est venue ce matin. Nous avons planté des géraniums dans les jardinières. Mon poignet est guéri. Ma cheville aussi. Madame Duval est passée pour le café. Nous avons parlé de la météo, de nos douleurs du prix du pain. La maison est silencieuse, mais ce n'est plus le même silence. Ce n'est plus le silence de l'attente, c'est le silence du choix. Je suis seule, oui, mais je ne suis plus une victime qui attend le coup de fil du dimanche. Je suis une femme de 76 ans qui s'occupe de ses rosiers. Parfois je pense à Véronique. Je me demande si elle pense à moi, pas à l'argent, à moi, sa mère. Je crois que non. Elle doit penser à ce qu'elle a perdu. Elle voulait tout, et elle l'a voulu trop vite. Elle a confondu la valeur et le prix. Elle a oublié qu'avant de servir à quelque chose, une mère, ça s'aime. L'amour d'une mère, on dit que c'est inconditionnel. C'est peut-être vrai. Mais le respect, lui, ne l'est pas. Et la dignité, elle n'a pas de prix.